France. Merci beaucoup, chère baguette dans la bibliothèque. Match now. Vous êtes super loin. Vous voulez pas vous avancer un peu plus sur les sièges? Je vois qu'il y a des réserves VIP, mais les VIP, c'est tout le monde. Donc si vous avez envie de vous installer un peu plus, n'hésitez surtout pas. Let's go, venez là. Avancez, vous êtes loin. Si vous n'avez pas envie que je vous vois, que je vous poussière dessus, je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous avancer un peu plus, vous inquiétez pas, il y a des places pour tout le monde, ne vous en faites pas. Et ça sera mieux pour poser vos questions, je pense aux petites jambes de la personne qui va prendre le micro, je pense à elle, vraiment. Alors, eh bien je vois que nos invités sont présents. Comment ça va le TGS? Oh là là, vous êtes vraiment un public en délire, surtout les deux premiers rangs. Alors, c'est Robert. Comment ça va, TGS? Ouais! Là, ça me fait plaisir. Là, je vous retrouve. Je vous ai perdu une fraction de seconde et vous êtes là. C'est bien. Tant mieux. Et bien, messieurs, dames, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes prêts à accueillir comme il se doit nos comédiens exceptionnels qui sont avec nous ici pour cette édition du TGS Prix Break? Ouais! Et bien, s'il vous plaît, faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour Maëva Méline, s'il vous plaît. Attention, elle n'est pas seule, s'il vous plaît, applaudissez Damien Vidégal. Ouais! Vous êtes fatigué, vous avez arrêté de côté, moi je vais voir. On est bien là, on est super là, je vous avais dit, la scène, elle est géniale. Est-ce que vous les entendez? Allez-y, testez un peu le micro. C'est ça? Ça marche. Ça marche, bon, on vous entend. Merci beaucoup d'être avec nous, encore une fois, sur cette scène du TGS Spring Break. C'était très plaisir de vous avoir. Maëva, Damien, Alexandre, vraiment, encore une fois un honneur d'être avec vous pour la scène. Alors, ça va être super chill cette conférence, je vous le dis. On va parler de nos comédiens, on va parler d'eux, on va parler de leur projet, et on va vous laisser vivre, faire vivre cette conférence. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, réellement, franchement, ne soyez pas timides, ils adorent ça, et ils seront un plaisir d'y répondre. En même temps que les propres questions, et surtout, eh bien, vous aurez le droit ensuite, à la fin de cette conférence, à une demi-heure d'initiation au doublage. Vous allez pouvoir monter sur scène avec les comédiens et vous essayer au doublage. Est-ce que ça vous va? Bon, très content d'être avec vous pour cette deuxième conférence de cette première journée de TGS Prix Break. Je suis déjà un petit peu fatigué, j'ai l'impression que j'ai tout donné. Non, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Alexandre, Damien, Maëva, on va commencer, avant de laisser la parole justement au public pour les questions, on va un petit peu revenir sur votre passif de comédien et surtout un petit peu savoir comment vous en êtes arrivé à vous lancer dans la comédie. Alors pas nécessairement dans le doublage, mais au moins déjà la comédie. Moi j'ai eu un parcours assez classique, j'ai démarré à la vingtaine, je faisais des études et puis parallèlement j'ai commencé des cours de théâtre et puis j'ai laissé tomber les études, j'ai fait du théâtre. Vous faites des études de quoi? Alors d'abord j'ai préparé Sciences Po, mais je n'ai pas été pris, j'ai été recalé. Et ensuite j'ai fait du droit. Voilà. À Paris. Et oui, la scène a été plus forte que les auditoriums de la fac. Non, je commençais à bien m'épanouir et puis il se trouve que je suis un enfant de là-bas. Mon grand-père était chanteur d'opérette, il animait des émissions de radio pour les enfants et ma mère est comédienne. Et mon père lui avait été comédien une dizaine d'années, donc j'ai baigné là-dedans, mais en même temps sans être vraiment
en immersion, parce que à part aller voir ma mère au théâtre ou 2-3 fois faire un passage sur des studios de doublage, je ne connaissais pas vraiment le milieu. J'avais juste des amis collègues qui étaient à la maison, c'est tout. Et puis ma mère m'a proposé de faire du doublage en même temps que je démarrais le théâtre. J'ai dit, bah là oui, si j'en fais mon métier, il faut tout connaître. Et puis je savais qu'elle disait que c'était une branche tout à fait honorable du métier, même si à l'époque c'était assez décrié, notamment par les théâtreux, comme on les appelle. Et ben, j'ai jamais regretté parce que en fait j'adore ça tout de suite. J'ai découvert un univers, bon à l'époque c'était pas du tout la même ambiance qu'aujourd'hui, c'était pas du tout les mêmes façons ni les mêmes rythmes de travail, mais j'ai eu beaucoup de chance comme j'ai démarré jeune, j'avais encore très jeune, il y avait beaucoup de travail, un peu à la même époque que Damien, et on a eu beaucoup de chance parce qu'on nous a donné après une année de tâtonnement, on nous demandait d'assumer des rôles principaux ou en tout cas des très beaux rôles secondaires dans des films, des séries. Et ça a démarré comme ça, relativement rapidement quand même. Et ça a été une grande chance. Et puis moi, j'ai toujours aimé ça. Même quand c'était pas très populaire, j'ai toujours aimé le doublage, toujours. Applaudissez, vous pouvez applaudir. Écoute, moi c'était un peu comme toi, Alexandre. Moi j'ai commencé le théâtre en fait à 17 ans. Je détestais l'école. Et puis, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai totalement arrêté l'école. Je n'ai fait que du théâtre. Alors, je suis originaire de Dijon. Donc, j'ai fait le conservatoire de Dijon. C'était moins cher et c'était plus simple. À partir de là, je me suis mis à travailler avec des compagnies dijonnaises de théâtre. Puis après, je suis monté à Paris, parce que je me suis dit, le marché du travail, c'est quand même Paris. Donc, j'ai passé le concours de conservatoire de Paris, et ça a changé ma vie. C'est là que j'ai rencontré aussi plein de gens, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et en jouant au théâtre, c'est comme ça que je suis tombé sur quelqu'un qui faisait du doublage et qui m'a appelé pour passer une audition. Audition qui s'est bien passée, et j'ai pas eu de nouvelles pendant un petit moment. Et puis après, j'ai passé un casting sur un acteur que vous connaissez qui s'appelle Noël Lagrélor. Ça s'appelait Petit Meurtre entre amis. C'était mon premier film. Alors, tout de suite, j'ai été catapulté sur un premier rôle alors que j'avais jamais fait de doublage. Mais ça s'est bien passé. Et puis après, il y a eu un an plus tard Trainspotting. Et puis après Trainspotting est arrivé, c'est Tony de Leonardo DiCaprio avec Roméo et Juliette. Et pareil, casting, 5 personnes pour chaque. C'était un truc. En fait, le film faisait déjà un carton aux États-Unis. Donc, le casting était très chaud. C'est-à-dire que pour chaque personnage à doubler, il y avait 5 propositions françaises possibles. Et c'est Baz Luhrmann qui a choisi. Et parfois, c'est étonnant parce que les réalisateurs américains parlent pas de français. Mais voilà, je choisissais par rapport à ce qui semblait convenir par rapport à la voix et au jeu. Et puis voilà, à partir de là, Juliette, quelques mois plus tard Titanic, et le bord du doublage s'ouvre. Très bien. Applaudissements. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. Déjà, je suis arrivée dans le métier par la musique. J'ai commencé à chanter en tout premier. Et c'est grâce à la musique que je suis rentrée après dans le milieu du doublage, mais j'ai commencé par la comédie musicale, donc j'ai pris quelques cours dans ce cadre-là. Et puis comme toi, j'ai eu la chance d'avoir une proposition directement pour un premier rôle Disney en plus, c'est pas rien. Mais j'avais jamais fait de doublage, donc j'ai appris le métier en le faisant, et puis surtout quand le film est sorti, je me suis dit ok, c'est cool, ça rend bien, mais t'en as fait qu'un. Donc quand même redescends un peu et retourne à l'école entre guillemets. Donc je suis repartie à zéro, je suis allée assister comme quelqu'un qui débute pour apprendre correctement le métier parce que j'avais trouvé ça tellement génial comme expérience que je me suis dit je veux continuer, je veux faire ça toujours, pour toujours. Et voilà, 15 ans après je suis encore là, donc c'est cool. Merci. Alexandre, justement, Madame disait qu'elle chante, elle aussi, ça vous est déjà arrivé
de chanter sur des productions? Est-ce que c'est un petit plus quand même de savoir, quand on est comédien, de savoir chanter, de savoir travailler sa voix sur la musique? Alors, je ne sais pas pour toi, Alexandre, je suis désolé, moi, je suis pas un chanteur, je suis un comédien qui chante. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de travail sur ma voix, au conservatoire notamment. On avait une prof absolument pour de respiration et de cours de chant, avec une femme qui s'appelait Nicole Fabien et qui s'occupait des comédiens de la comédie française et qui était donc spécialisée pour les comédiens, pas les chanteurs, et avec lequel j'ai tout appris. Ça a été un travail, c'était fou parce que moi j'avais une voix plutôt aiguë et elle m'a fait bosser avec les femmes. Elle m'a dit quand on faisait des gammes, et donc à côté il y avait les hommes et puis les femmes à côté en rond devant le piano. Et c'était les gars, c'est et on part. Et quand les hommes s'arrêtaient, parce que c'était trop aigu, elle disait toi tu continues, allez avec les femmes. Elle a dit plus tu vas travailler tes aigus, plus tu vas gagner du grade. Et ça a été exactement ça en fait, on ne se rend pas compte, mais la voix c'est un muscle. Quand vous faites des haltères, au bout d'un moment, vous voyez vos biceps et votre corps changer. Et bien là c'est pareil, un jour, comme ça, j'avais une petite cassette audio à ce moment-là, parce que voilà, c'était quand même il y a 30 ans. Et je faisais mes gammes matin et soir dans mon petit studio à Paris. Et puis un jour, un matin, comme ça, j'ai senti un truc qui s'ouvrait, un son qui sortait. Et j'avais de la puissance, mais elle ne sortait pas au bon endroit. Et donc après, j'ai appris, alors certains spectacles, j'ai dû chanter. J'ai dû chanter en doublage dans un seul film qui s'appelle Baby Boss 2. J'avais une petite chanson que je viens j'adore chanter, mais je n'ai pas le talent comme elle, par exemple. C'est quand même elle est capable de faire des choses techniques qui, moi, me laissent un petit peu pantois. C'est toi, Alexandre? Moi, je suis un peu comme Damien, c'est-à-dire que je dirais que je suis plus un comédien qui chante doucement, gentiment, sans connaître aucun code de la chanson. Mais j'ai fait du chant, justement, pour compléter ce dit, pour aller dans ton sens, pour aller justement retravailler ma voix, parce que j'avais plutôt une bonne formation, mais il y a eu un moment, je me disais, je sature, j'arrive pas à trouver mes graves, des graves naturels alors que j'ai une voix légère comme toi. Et j'ai fait du chant, et naturellement, ça a pris un peu de temps, mais là j'ai trouvé mes vrais graves en fait, sans forcer. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me donner des comédiens un peu plus de mon âge, on va dire, voilà, un peu moins légers, et que j'arrivais, même si j'étais pas au même niveau de grain qu'eux, assez naturellement à être à leur niveau vocal, et en trouvant le jeu par-dessus une autorité naturelle, ça complétait un petit peu ma voix un peu plus légère. Et il y a quelque chose aussi d'assez extraordinaire dans le chant, c'est qu'on va chercher des choses, ça fait résonner des choses très profondes, et j'ai même pris ça un peu comme une psychothérapie. Je l'ai vécu un peu, j'en ai pas a priori grand besoin, mais au fur et à mesure des années, parce que ça a duré quelques années avec un prof de chant, et je me dis, je me sens super bien en sortant, j'ai l'impression de faire une psychothérapie. Et c'était un peu l'effet qui se coule, quoi. C'est libérateur de chanter. D'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Oui, non, c'est un vrai conseil à donner parce que on va chercher très très loin. Et comme tu dis, c'est extrêmement libérateur. Il y a eu même des séances où on est presque au bord des larmes et on se dit, mais pourquoi je pleurais alors que tout va bien. Ça fait vibrer à certains endroits de son corps. Il peut y avoir des petits blocages, des choses, et puis tout d'un coup, tu sors un son et paf, il y a un truc qui se développe. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand ça arrive. C'est extrêmement physique, on le dit, le chant, c'est quand même, c'est pas simplement, c'est pas uniquement ça, c'est votre dos, c'est votre corps, c'est tout un ensemble de choses qui se mobilisent. Je peux vous dire que quand vous chantez intensément pendant une bonne heure, vous êtes lessivé, ça demande beaucoup de mobilisation et d'énergie. Vous parlez de théâtre il y a quelques instants, de théâtre et on parle justement de doublage, on a l'impression que c'est deux jeux qui sont différents. Quand on est comédien, quand on joue sur les planches et quand on interprète un personnage en doublage, qu'est-ce qui change justement en termes de comédie? Alors, ce qui change en termes de comédie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de grossir le jeu, c'est-à-dire qu'au théâtre, vous n'avez pas de micro, donc vous jouez aussi pour le dernier rang. Avec un micro, comme je l'ai là, je vais pouvoir parler beaucoup plus doucement, je vais pouvoir avoir des nuances
que j'aurais moins facilement au théâtre. C'est autre chose, c'est très agréable. Et c'est là où les deux disciplines se retrouvent, enfin, pour moi c'est fondamental, c'est que quand on apprend le théâtre, on apprend aussi à construire un personnage sur la longueur, parce qu'on a le temps en général, on répète, on a le texte souvent des mois à l'avance, alors que le doublage, on découvre, c'est de l'instantanéité quasiment, mais si on a une formation théâtrale, on a appris à la construction du personnage, et là, instantanément, on arrive à repérer tous les codes de jeu, d'intensité, de jeu, d'énergie, vocale également. Mais, et ça, le théâtre et la formation théâtrale aident énormément. Surtout que maintenant, on nous demande d'aller assez vite quand même. Et ça, quand on a une bonne formation, c'est assez fondamental. Maëva, quand on a eu la chance, l'opportunité d'interpréter une princesse Disney très reconnue, est-ce que ça t'a permis d'évoluer encore plus dans le milieu du doublage, ou est-ce que parfois ça peut être aussi une prison dorée, c'est-à-dire on t'enferme dans ce rôle de princesse Disney? Oui, je dirais un peu les deux. Je dirais que souvent les directeurs artistiques ont un peu de mal à me voir ailleurs, tu vois. Après, c'est vrai que j'ai une voix quand même très haut perché, donc on me verra vraiment sur des rôles de femme mature, alors que je suis une femme mature, mais j'ai pas la voix qui va avec, je pense que tu sais un peu ce que c'est. Mais oui, du coup, parfois il y a des emplois qu'on ne me donne pas, et parfois on n'imagine pas sur des terrains sur lesquels moi je sais que je peux aller, parce que ma voix je la modifie également. Donc j'essaye de tendre des perches de temps en temps, pour dire, et je peux aussi faire voilà. Mais bon, on me met un peu toujours dans un emploi de voix très très jeune, donc je fais beaucoup d'animés, beaucoup de dessins animés du coup. J'aimerais bien faire un peu plus de live, je fais assez peu de live, de plus en plus, mais assez peu, voilà. Je pense que je suis un peu, pas fermée dans le rôle de princesse, mais un peu dans un emploi. Ouais. Merci. On va passer aux questions du public. On va voir un petit peu s'il y a des questions. N'hésitez pas, je vois que ça commence à lever les mains. Donc on va passer un micro pour que on puisse regarder. On va passer à la personne qui est là avec le bonnet jaune. Je te tends la main. Bonjour. On t'entend, vas-y, parle. C'est impeccable. Comment tu t'appelles? Enzo. Enzo, ta question. C'est une question pour vous trois. Quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière en général? Une longue carrière. C'est vaste, parce que moi j'ai des souvenirs de personnages au théâtre qui sont encore très 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 forts dans ma mémoire, et aussi des souvenirs de doublage qui m'ont marqué. Donc enfin, je sais pas comment résumer ça. Là, déjà. dans le domaine en tout cas du doublage, puisqu'on parle de doublage, je pense que chaque expérience nous amène souvent des émotions assez uniques, parce qu'on a une équipe nouvelle, on a un rôle, il y a des rôles plus marquants que d'autres, c'est sûr. Moi je cite souvent Breaking Bad, c'est Big Bang que je fais, parce que le personnage est tellement loin de moi que c'est ce qui m'a marqué, et puis voilà. Maintenant, Le Seigneur des Anneaux, c'était une aventure formidable, parce qu'il y avait une cohésion formidable avec la directrice artistique. Et puis, des fois, quand vous venez, qu'on me fait signer sur une jaquette d'un film que j'ai oublié, ou dont on n'a pas parlé depuis un moment, tout d'un coup, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Donc, il y en a beaucoup quand même. Il y a plus de bons souvenirs que de moins bons, en tout cas. Et ça, c'est quand même une grande chance. Moi, je vais revenir sur... c'est bien, vous m'avez laissé le temps de réfléchir comme ça. Parce que pareil, il y en a énormément. Donc, s'il faut en choisir un, c'est le jour où j'ai passé les essais pour réponse. Je remets dans le contexte, je n'avais jamais fait de doublage de ma vie. On m'appelle pour faire les essais, j'arrive chez Dubbing Brothers. Déjà, j'étais un petit peu impressionnée parce que c'est le plus gros studio de doublage de France.
J'arrive, Barbara Tissier, aussi grande comédienne de doublage qui allait me diriger pour ses essais. Et voilà, j'étais flippée, vraiment hyper flippée. Donc je commence à faire une première scène, une deuxième scène. Je me dis, oh là là, c'est pas simple cette histoire. Voilà, j'étais vraiment pas très sûre de moi. Je fais, elle me dirige, je fais. Et puis après, elle me dit, viens à côté de moi. Donc je vais de l'autre côté, devant l'écran, et elle me dit, viens, regarde ce que tu viens de faire. Rien d'y repenser, ça m'émeut parce que donc, je regarde et là, en fait, je n'en revenais pas que je venais de faire ça. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est incroyable. Je veux absolument avoir ce rôle. Et je suis sortie de là en planant. Vraiment comme si il y avait eu une rencontre, une révélation. Vraiment, je crois que c'est le mot. J'avais eu la révélation. Et puis voilà, au final, ce que ça a donné, mais je me souviendrai toujours de cette sensation de planer en sortant de chez The Big Brothers et en me disant je veux absolument avoir ce rôle. Et voilà, ils m'ont fait patienter un petit peu, 2-3 semaines, et finalement, voilà, ça s'est fait. Merci beaucoup. On va passer à une autre question publique. Avant, j'ai une petite question. Daniel Alexandre, vous êtes là depuis de nombreuses années dans le milieu du doublage. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les mécaniques ou le process justement du doublage qui aurait pu, qui pourrait vous faciliter un peu plus justement le métier? Ou on est toujours un peu sur le même principe de base? Le principe de base, c'est la rythmo, la barre. Il y a un ingé son qui prend ta voix au micro, voilà, l'image. On essaie d'interpréter, mais c'est sûr que la technique, enfin, moi j'ai commencé, c'était la fin de l'âge de pierre. Vraiment, on était vraiment à la boucle, la vraie boucle. Chaque scène était de 30 secondes, 1 minute. Il y avait un bobino pour l'image, un bobino pour le français qui était écrit, un bobino pour le son, un bobino pour la prise de son, il n'y avait que 2 pistes. Donc tu imagines le temps que ça passait, ça prenait pour enlever tout ça, recharger la scène d'après, ça on avait les fumeurs avaient fumé une clope entre 2 boucles, prendre leur message au téléphone, voilà. On avait le temps de se parler, voilà, on faisait je sais pas, du mesure. Et tout d'un coup est arrivé assez vite au début des années 90 les cassettes. Et là c'était des cassettes de 20 minutes, donc ça allait plus vite. Le problème c'est que quand on avait une scène au début de cassette et une scène à la fin de la cassette à 20 minutes, il fallait 7-8 minutes pour aller remonter jusqu'en haut, donc souvent on entendait parce que pour le plan de travail c'était moins pratique. Et puis tout d'un coup est arrivé le digital, et alors là ça a fait révolutionner. Merci beaucoup. Alors, question. Vous en avez beaucoup. Je vois, on va aller à la personne qui est juste devant, avec le Bob, là. Ne sais pas, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Bonjour. Je voulais vous poser la question, c'était lequel le meilleur doublage que vous avez fait? En tout cas, le doublage que vous avez le plus marqué? Moi j'ai répondu, c'est Breaking Bad, je pense, et le Seigneur des Anneaux. Le Breaking Bad, Jesse Pinkman dans Breaking Bad, c'est la série qui m'a le plus marqué, parce que le personnage est vraiment aux antipodes de ce que je fais, et puis le Seigneur des Anneaux, parce que c'est une aventure professionnelle mais humaine aussi. Moi, je dirais qu'il faut faire forcément inévitablement celui de Wall Street, parce que c'était une tannée, c'était genre chier, quoi. J'étais lessivé, c'était 15 jours assidus, très très denses, et avec en plus des textes qui n'étaient pas définitifs, donc une fois qu'on avait la scène, il fallait la faire encore 5 fois, parce qu'il y avait 5 possibilités de textes qui n'étaient pas validés, donc c'était infernal. Je rentrais tous les soirs à faune, parce que je ne sais pas se douer, il y a quand même pas mal de pétages de plomb entre les petits camarades là. Et puis surtout, je me souvenais aussi de la directrice artistique qui était la même que toi sur Le Seigneur des Anneaux, Daniel Perret, qui me disait mais enfin, mais Damien, tu viens du théâtre, tu termines par la voix au théâtre. Je vais, Daniel, regarde, c'est comme vocal, enfin c'est comme vocal, regarde cette thème, regarde quand il est en train
de poumonner devant son public là, pour les inciter à aller plus loin, à gagner plus de pognon et qui s'excite sur son micro. Il y va, mais à la limite de se péter les cordes vocales, on entend bien sa voix, moi je connais bien sa voix. Je dis, il y va, il n'est pas question de faire un côté technique de comédien, je maîtrise, machin, pas de problème. Non, il fallait y aller, il fallait faire plus loin, quoi. Il ne fallait pas jouer. De toute façon, en général, avec DiCaprio, je ne me sens jamais jouer, je me sens, enfin, il faut être. Il faut simplement être. Et donc c'était dur parce que j'y allais à fond et que j'allais au bout de moi-même. Donc je m'en souviendrai toujours, tout le monde me dit waouh, c'était cool, c'était cool pour toi qui m'écoutes. J'ai un souvenir que c'était quand même, c'était pas simple. Mais voilà, mais après j'ai d'autres souvenirs d'autres choses qui m'ont marqué. J'ai adoré, parce que j'adorais, je trouvais le Spielberg, moi si tu peux, très 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 touchant. Et puis, je sais pas, l'an dernier, j'ai fait pour Netflix la série Monster avec Ed Gein, où là aussi c'était une expérience très très particulière qui m'a malgré tout un peu marqué, parce que c'était très tortueux, plus ça allait, plus ça me dérangeait en fait. Plus le défaut de ce personnage, je revenais chez moi le soir en y pensant encore, en me disant quand même, c'était pas simple. Donc voilà, en fait on est quand même atteint par les choses qu'on y laisse une part de notre humanité dans ces choses-là. C'est le meilleur moyen de nous toucher d'ailleurs, c'est de livrer une part de nous, intime. Je pense que tout processus créatif relève de ça. Oui, moi, ça va être évident, hein, parce que c'est mon plus beau rôle et celui que j'aime le plus et auquel je suis le plus attachée. Donc, et puis c'est là où tout a commencé. Et puis c'est là où tout continue aussi, parce que je la double encore maintenant. Il n'y a pas plus tard que. Mais ça, je ne peux pas dire pourquoi. Non, c'est pas le live action, hein. Non. Tu parles beaucoup trop. Je spoil pas, mais non, reste pour d'autres choses. Donc voilà, c'est un rôle qui me suit aussi, et c'est comme ça qu'on a la chance de pouvoir suivre sur le long terme les comédiens. Bon, moi, c'est pas une comédienne, mais c'est formidable, quoi. En tout cas, moi qui suis grande fan de Leonardo, je suis impressionnée d'être à côté de monsieur. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors, il y avait une autre question. Levez bien les mains, que je vous vois tous. On va aller un peu plus vers le haut. Je vois la demoiselle là-bas là, qui est de l'autre côté qui est bien. Et on repartira un peu sur la droite ensuite. Il y a pas mal de questions. Je suis très très heureux, vraiment pour eux. Alors, vas-y. Et bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Léonie. Léonie, ta question. Ma question, ce serait pour savoir si l'IA, ça pose pas un problème maintenant dans le monde du doublage. D'habitude, on fait cette question à la fin. Non, mais Pascal Chemin n'est pas là. Mais effectivement, c'est avec Pascal, on pose cette question à la fin. Bon là, je vais laisser. On peut répondre vite fait. C'est une ombre qui plane sur nous, c'est l'épée de Damoclès. Pour moi, ils sont pas au point, ils vont tout faire pour être au point. Mais le problème, c'est que ça va commencer par le doublage, mais ça va aller jusqu'où. Vous avez bien vu ce qu'ils ont fait, ils ont créé il n'y a pas très longtemps, Maria, une scène de bagarre entre Tom Cruise et Brad Pitt, et on y croit presque, quoi. Et on se dit, mais de quoi on parle? Et donc, ouais, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce qu'on ne sait pas du tout comment on va avoir le moyen de se défendre contre ça. Voilà. Donc on se sent en danger, on ne sait pas comment réagir, on sait que pour le moment, ils sont aux portes, mais ils ne sont pas encore prêts. Mais on est dans une incertitude totale. Oui, mais après, cette incertitude, elle est généralisée, parce que nous, on est un petit maillon voilà, si on disparaît, malheureusement, on fait les frais de cette modernité. Mais c'est la société dans son ensemble qui est presque en danger, parce qu'il y a un nombre tellement incalculable de métiers qui sont concernés, qui vont souffrir. Et même dans notre profession, les acteurs qui tournent commencent à se rendre compte qu'ils sont aussi en danger.
c'est pour ça qu'ils viennent nous rejoignent dans cette bataille. Mais ce que je dis souvent, c'est tant que le politique ne prendra pas la mesure de... Il y a des bienfaits dans l'IA, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ça doit rester un outil, l'humain doit être derrière. Est-ce que l'humain sera suffisamment raisonnable pour pas que cette IA lui échappe? C'est une autre question, et c'est ça, moi, qui me fait le plus peur, en fait. Notre petit milieu, évidemment, on est craintif, mais ça va bien au-delà de tout ça, bien au-delà du doublage. Et c'est une question presque civilisationnelle, existentielle. Et quand on voit tout ce qui se passe en ce moment avec les nouvelles générations, la DIA, et puis encore ce matin, je lisais des articles, le gouvernement américain met le haut là sur une nouvelle IA qui est sortie, l'anthropique, parce que ça va trop loin. Ça fait peur, hein, et nous, tout pour le moment, pour moi, repose dans les mains des politiques qui, à mon avis, ne sont pas encore tout à fait au taquet sur la question. Pas du tout la mesure du danger. Vous savez, c'est un peu, c'est un choc, tu parlais de civilisation, mais pour moi, ça me rappelle l'arrivée d'Internet. Quand Internet est arrivé, on s'est dit, waouh, c'est génial, ça va être un moyen de connaissance, tout le monde va pouvoir apprendre plein de trucs. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Est-ce que TikTok nous rend plus intelligents? Est-ce que passer une journée sur YouTube nous rend plus intelligents? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des études qui prouvent que la génération actuelle, en tout cas dans les enfants, le QI baisse? Donc, en fait, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et ce qui se passe avec l'IA, c'est que les concepteurs sont là à dire oui, ça va soulager l'être humain, vous allez pouvoir continuer de gagner de l'argent, mais en travaillant moins. Mais c'est du flan. C'est du flan. En fait, c'est à nous tous, citoyens, êtres humains, de s'insurger contre ça et de manifester, de dire stop. Et surtout, si je puis me permettre, que l'IA a évolué. L'IA a évolué depuis déjà quelques mois, quelques années, vraiment grandement. Et on arrive à avoir des albums de musique complets en IA, vraiment avec voix, musique, différents styles. Je parlais de cette scène avec Brad Pitt et Tom Cruise. Moi, j'ai vu des bandes annonces de films entières réalisées en IA avec des gens qui n'existent pas, des effets qui n'existent pas, un scénario qui n'existe pas. Heureusement, on s'en rend compte assez rapidement. Vous allez pu voir, par exemple, sur YouTube, les pubs qui passent avec des voix en IA, c'est insupportable. Plein de contenus avec une voix en IA, c'est insupportable. Des livres audio avec une voix en IA, il n'y a pas de sens, c'est insupportable. Et j'ai vu aussi effectivement une bande-annonce pour un film qui est passé, qui est réalisé par IA, et rien que dans la bande-annonce, on se dit, en fait, c'est que c'est genre film comme ça, et genre film comme ça, en fait, il n'y a rien, c'est du flan, c'est totalement vide. Donc voilà, j'espère que tout le monde va se rendre compte des limites de ce qu'on nous propose, mais ça va pas, quoi. Le problème, c'est qu'on ne va pas y couper, à mon avis, parce que c'est déjà engagé, que ça va permettre quand même des progrès incroyables dans plein de domaines comme la médecine, la recherche. Ça, on ne va pas trop. Mais c'est comment allons-nous la maîtriser? Je crois que c'est plus ça. Parce que l'IA, dans notre vie, de toute façon, et qu'il y ait des films en IA qui soient faits, moi, ça ne me gêne pas, mais il ne faut pas qu'il y ait plus que ça. Les effets spéciaux, avant, ils étaient faits avec trois bouts de Lego de bois. Maintenant, ça va être quelque chose en 30 secondes, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi pas? Mais il faut déjà qu'on sache, pourquoi qu'on nous vacille, et pourquoi qu'il n'y ait que ça. C'est là aussi, parce que nous, on peut se dire dans nos pays démocratiques où il y a quand même des garde-fous et tout, et dans les pays où il y a moins de garde-fous, pas de garde-fous du tout, si eux, ils vont y aller dans l'IA pour nous écraser, pour prendre le leadership. Et c'est ça le problème, c'est la course à l'échalote qui nous prend au nez et qui est dangereuse. C'est ça qui est dangereux. Ouais. En tous les cas, là je pense que, je ne sais pas si c'est une piste, mais on ne peut pas l'empêcher, c'est sûr, c'est inévitable. De toute façon, c'est l'évolution et c'est dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours comme ça. Mais on devrait au moins obliger la mention pour IA et après laisser le choix au public de le consommer ou pas. Et comme quand même c'est le public qui a le dernier mot,
on pourrait faire la différence avec ça. Ça pourrait être voilà, un début, parce que c'est pas compliqué de. C'est ce qui se fait déjà sur YouTube, les vidéos qui sont faites en IA, sur la bonne musique, vidéo. Il y a vraiment quelque chose qui indique mentionner. Ça, c'est YouTube qui impose. Voilà, il faudrait que ça soit au niveau du gouvernement, mondial, pour tout. Et puis moi, ce qui me fait le plus craindre avec l'émergence de l'IA, c'est les escroqueries, c'est la désinformation. Donc là, c'est encore autre chose. C'est pas du tout par rapport au milieu artistique, mais par rapport à nous tous. Moi, je sais qu'avec mon fils, on s'est donné un code, un mot de passe, parce que si un jour, il reçoit un coup de fil et c'est ma voix qui est imitée en disant « Gaël, vite, il faut que tu rejoignes tel monsieur, parle avec lui, t'inquiète pas », parce que c'est ça maintenant, il y a des voix qui nous copient. Je lui ai dit « Demande le mot de passe ». Et c'est un mot qu'on s'est confié, il n'y a que nous deux qui le connaissons. Je vous invite tous à vous créer des mots de passe dans votre famille d'ailleurs, parce que vous allez voir, ça va arriver ça bientôt. C'est peut-être déjà un peu le cas d'ailleurs. Les escroqueries à la voix, il y en a plein. Moi, ça me fait très très peur. Ok, très bien, merci. C'est pas mal de trucs de mots de passe. On va avoir une autre question pour nos comédiens. Ce côté-là, on va prendre la personne avec la gauche, la main, et puis après, vous êtes beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Evan. Evan, ta question. C'est quoi votre... c'est trop bizarre. Ça fait drôle de parler dans un micro pour la première fois. Hein. C'est quoi le personnage que vous avez le moins aimé faire et pourquoi? Si, moi, alors je vais commencer, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant c'est un rôle dont on parle souvent, mais Abiko dans Oshinoko, c'est un animé. Elle est très taiseuse, c'est tellement à l'opposé de moi que du coup il faut vraiment chercher complètement autre chose et je suis pas à l'aise quand c'est très éloigné de moi, donc c'est là où il faut sortir ses capacités de cours de théâtre et tout ça. Mais oui, je suis pas. Voilà. Il y a des rôles où tu te sens pas à l'aise. Parce que c'est. Il faut aller contre ta nature. Et ça, voilà, moi je suis pas mal. Je dirais d'une façon plus générale, c'est quand tu es mal distribué. Enfin, quand il y a une erreur de distribution, quelqu'un pensait que tu pouvais faire ce rôle, et puis toi tu arrives et tu ne perçois pas du tout l'énergie de la personne, le feeling ne passe pas, et tu te dis mais c'est vraiment pas pour moi, et je vais faire le taf parce que voilà, c'est cohérent, voilà, la voix est cohérente, je vais le faire, mais ce perso, ce comédien, il n'est pas pour moi, je ne le sens pas, alors, et c'est très frustrant en fait. Et c'est hyper frustrant d'être mal distribué. Et tu peux le faire, parce que moi je te rejoins totalement, ça m'est arrivé aussi. On distribue sur un truc et puis t'arrives et puis tu te dis, tu essaies de rentrer dans l'énergie des personnages, mais tu vois que même en faisant le mieux possible, la magie ne perd pas, c'est pas top quoi. T'as beau faire ce que tu peux, ça fonctionne pas, mais qui peut rien, c'est comme ça. Donc, ça va passer quand même, mais c'est pas bien d'en souvenir. Ça te va? Merci beaucoup. Alors, on continue avec nous, la personne qui a appelé Cruz, c'est ça? Et bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Sakura. Sakura. Enchanté, pas de soucis, t'inquiète pas, Sakura, enchanté. Ta question pour nos invités. Du coup, ce que je veux demander, c'est quand vous êtes dans les sessions de doublage, enfin dans les studios, est-ce que vous êtes plusieurs ou vous êtes seul à doubler, du coup, vous êtes plusieurs personnes dans une seule salle? Alors, en règle générale, en fait, les choses ont bougé. Il y a eu le Covid. Avant le Covid, on pouvait être à 3 à 4 à la barre, tu vois, en position un peu égyptienne, comme les saucisses, et à se pousser un peu quand on a un qui parle, et puis à reprendre, à se rapprocher quand on veut. Donc, moi, je préfère quand on est ensemble, parce qu'on s'écoute aussi, on peut rebondir les uns sur les autres, même si on a le texte et qu'on a le jeu en tête, mais on s'écoute et c'est plus plaisant. Et en même temps, parfois, quand on est appelé, on fait tout le personnage tout seul. Voilà, ça va plus vite, parce que tu fais tout ton personnage, tu écoutes aussi ce qui a été enregistré ou pas, tu écoutes la vidéo. Donc c'est très variable. Maintenant, parfois on se retrouve à 1, 2, 3, ça dépend des projets, ça dépend des disponibilités des uns et des autres, et puis parfois tu es tout seul. Elle a tout dit.
exactement ça. Quand je dis tout seul, t'es pas tout seul face à la barre et le micro. Hein. T'as quelqu'un qui te dirige et t'as un ingé son. Hein. Voilà, on est minimum 3. Voilà. Et c'est vrai que de plus en plus, par rapport à. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans seulement, on était beaucoup plus souvent ensemble, avec plusieurs comédiens. Et tu as tout dit, le Covid, ça a tout changé parce qu'évidemment, il y a eu des règles, on ne pouvait pas être plus de 3 ou 4 dans le studio, il me semble, donc l'ingé son, le DA, et 1 ou 2 comédiens, et voilà. Et du coup, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus vite aussi de travailler comme ça, et donc cette habitude, elle est restée un petit peu. C'est un peu malheureux parce que moi, c'est vrai que j'aime bien partager avec les autres comédiens, donc on est souvent un peu seuls maintenant. Donc vraiment, ça dépend des projets, ça dépend aussi du goût du DA, parce que tu as des DA qui aiment bien quand même garder plusieurs comédiens ensemble. Voilà, c'est très très variable. Merci. Merci à toi. La personne là, devant qui a vu. Ah oui, là, après. Premier, c'est pour toi. Je t'ai repéré. Moi aussi, je t'ai repéré. Je sais où t'habites, ok? T'inquiète pas. Ah bah, tu vois, regarde, elle vient directement vers toi, alors. Je sais pas où tu vas. Regarde, alors, il y avait le monsieur à lunettes qui était là, en fait. Mais c'est pas grave, vous savez quoi, on a le temps pour poser toutes les questions. Alors, c'est quoi, regarde, vu que tu as ce niveau reprend, ensuite on vient vers toi, et ensuite on vient vers toi. Ok? Allez, le monsieur qui a la cravate. C'est bien toi. Et bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, je voulais savoir, comme vous n'avez pas commencé ensemble, enfin, à la même, est-ce que vous avez constaté des différences, enfin, je crois que la question a déjà été posée, je suis désolé, mais une évolution par rapport au milieu, parce que je crois que M. Mitterrand a commencé avant. C'est-à-dire qu'entre les années 80 et oui, aujourd'hui, oui. Il y a eu une évolution technologique énorme. Après, la base du métier, encore une fois, elle est la même. D'accord. Oui, on travaille juste beaucoup plus vite aujourd'hui. C'est vrai que moi, je me souviens de cette réponse, c'était encore des bobines, c'est comme ça qu'on dit. Il fallait changer les bobines, maintenant c'est fini, hein, tout est à l'ordinateur, ça prend 2 secondes. Donc c'est vrai ce que tu disais, on prenait des grandes pauses le temps que le gars en haut il aille changer la bobine. Puis après moi c'était la dernière fois, après j'ai plus jamais eu de bobine de ma vie, mais je pense que c'était peut-être la transition, tu vois, il y a 15 ans, je sais pas. Mais oui, maintenant on va, c'est un gain de temps, quoi. Aujourd'hui ça va, tout va vite. Et du coup on va travailler beaucoup plus vite aussi. Et pour Maïva, vous avez donc doublé avec Isabelle Adjani. Et donc, comment ça s'est passé? Oui, plus ou moins. Enfin, bon. Alors, justement, j'ai pas. C'était son premier doublage. Oui, alors j'ai pas doublé avec elle. Pareil, là, et encore, pour une raison évidemment, c'est la grande star qui est Isabelle Adjani, donc elle a un planning aussi, voilà. Et puis, de toute façon, pour des gros films comme ça, Disney, ils aiment bien faire les voix séparées. Donc il s'avère que moi j'ai enregistré la toute première. Donc déjà que c'était mon premier doublage. En plus j'ai enregistré avec personne pour me donner la réplique, ni avant ni après. Donc je me répondais à toute seule, c'était vraiment pas évident. Alors qu'Isabelle, elle a enregistré après moi et elle avait ma voix dans son casque. Donc pour elle finalement c'était assez facile. Je plaisante. Mais ce qui a été chouette, du coup, c'est que quand on s'est rencontrés pour faire un making-of, on a refait des scènes ensemble juste pour la promo. Et du coup, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai été tellement impressionnée. Et elle m'a mis à l'aise tout de suite. Elle est arrivée et elle m'a dit « Oh, bravo, vous êtes une merveilleuse actrice !» Et là, je fais « Waouh !» Et en fait, elle m'a dit « Je vous ai entendu dans le casque pendant des jours. » Et enfin voilà, c'était hyper mignon. Et on a passé 3 jours ensemble à Disney de promo. Et elle me tenait la main comme si elle était ma maman. Enfin, elle se prenait pour ma maman. Alors bon, la maman dans le film quand même, c'est un sacré paire de manches. Hein, mais bon, elle avait pris le côté sympa, très maternel et très doux. Et j'ai trouvé ça absolument agréable. Donc belle expérience. Merci beaucoup. Merci à toi. On va prendre la question du jeune homme en haut. Et ensuite, je reviens. Ah, tout en haut, tu peux marcher encore. Vite la Kepsi. Oui, Juste là, voilà.
Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Alors moi, je m'appelle Sally. Déjà, merci beaucoup à vous trois d'avoir donné vos voix, parce que vraiment, vous avez percé mon enfance littéralement. Là, j'ai l'impression de voir les personnages de mes personnages préférés. Ça fait trop bizarre. Déjà, merci à vous. Et j'avais une question pour Alexandre Gillet. Est-ce que, moi, je suis un très grand fan de la série Flash. Est-ce que c'est possible de faire une réplique de Barry Allen? Ah, le petit Barry, je ne connais pas bien toutes ses répliques, hein. Il en a tellement fait. Disons que je suis Barry Allen et je cours très très vite jusqu'à 575 km/h. Mais aujourd'hui, je suis plutôt tranquille. On va descendre pour ta question. Je regarde un petit peu l'heure, je time quand même. Tac, il est sur 28. Donc, si on bascule si on grappille un petit peu, ce sera certainement notre dernière question. On passera après à l'initiation doublage. La personne qui est juste là, vas-y, descends. Descends. Tac, et juste là. Regarde. Est-ce que vous pouvez lui faire passer? Est-ce que quelqu'un peut faire passer le micro? Comme ça, c'est vite à la demoiselle, peut-être. Je te remercie, c'est gentil. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Valentin. Comment? Valentin. Valentin, ta question. Alors, ma question, c'est pour Damien et c'est pour Alexandre. Est-ce que vous avez déjà rencontré les acteurs que vous avez doublés? Rentré? Rencontré. Déjà rentré avec un acteur que vous n'avez pas rentré, il est nerveux parce qu'il n'est pas venu. Mais rencontré, oui. Alors, rencontré, oui, mais voilà, ça s'est passé comme. Tu sais, les acteurs américains, je pense que pour eux, c'est une anomalie, l'AVF. Ils ne comprennent pas, c'est pour eux, en fait, pour les Américains, ils ne comprennent pas que le reste du monde ne parle pas anglais. Donc j'ai déjà pigé ça. Et ensuite, après, oui, c'était très courtois. C'était Guillaume Canet sur la plage qui m'avait présenté, parce qu'il était très copain. Et donc voilà, mais parfois on se rencontre, et parfois j'ai rencontré aussi le comédien que je doublais dans la série Viking, pour Canal+. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce comédien qui était... je ne sais plus son nom, qui parlait d'ailleurs beaucoup mieux français que moi anglais, donc c'était plus simple. Et c'est très 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 sympa. Voilà. Je l'ai rencontré Kelly Jaoud de 2012, lors du 2e ou 3e opus en 2003 ou 2004, lors d'une grande fiesta qu'ils avaient organisée. Gentiment, ils avaient invité des comédiens français, la directrice artistique, l'ingé son, la directrice. Et à un moment donné, il a 5 minutes, est-ce que ça te dit de présenter à Kelly Jaoud? J'ai plaisir. On s'est rencontrés, on a échangé des banalités, mais très cordiales, très sympathiques. C'est quelqu'un qui a l'air très, très gentil, parce que c'était lui la star. Hein, et il m'a mis à l'aise, et voilà. Ça ne m'étonne pas, j'ai eu la chance de l'interviewer il y a quelques années après mon gars. Il est ultra gentil, ultra accessible. J'ai beaucoup de chance, effectivement. La question n'est pas pour moi, mais j'ai oui, déjà rencontré. Effectivement, mais voilà. Oui, j'ai déjà rencontré les réponses plein de fois. Et alors, elle est différente à chaque fois. Je lui dis, oui, je suis tellement française, elle fait. Elles n'ont pas le droit de sortir de leur rôle. Donc, oui, ça va faire trop bizarre, tu sais, te rends compte, t'es comme ça. Et souvent, elle ne parle pas français. Ah oui. Ouais, mais voilà, mais ça donne des trucs un peu cocasses, rigolo. Question perso, Maëva. Réponse, cheveux courts ou cheveux longs? Ma préférée? Oui. C'est c'est vrai que non, mais moi je l'aime sous toutes ses formes, réponse. Bien joué. Mais je choisirais quand même les cheveux longs parce qu'elle a des pouvoirs magiques quand elle chante. Enfin, les cheveux qui s'illuminent, donc voilà. Messieurs, dames, applaudissements.